Gulf Islands, c'est la suivante, la députée. Président, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui. Je suis sur le terrain du peuple autochtone, particulièrement les Algonquins et Anishinaabe. We are standing on Algonquin. Nous sommes sur le territoire algonquin et c'est un honneur de prendre la parole au nom de mes commettants de Saanich Gulf Islands. Aujourd'hui, nous débattons de l'interprétation législative, donc du projet de loi C-32, de l'énoncé économique de l'automne que la ministre des Finances a déposé le 4 novembre. Je vais commencer par les choses qui me plaisent dans ce projet de loi. Je serai claire dès le début, je voterai pour C-32. Je proposerai des amendements. Ça, c'est si le projet de loi se retrouve en comité, ce qui est, je crois, une garantie. Alors, même si ce projet de loi se concentre surtout sur plusieurs promesses qui visent à rendre les logements plus abordables, à réduire aussi la spéculation au sein du marché immobilier, donc pour essayer de décourager la vente précipitée des biens immobiliers résidentiels. On propose aussi des crédits d'impôt, un crédit pour l'achat d'une première propriété. On élimine les taux d'intérêt sur les prêts accordés aux étudiants et apprentis. Donc on veut, de façon générale, rendre la vie plus abordable. Je me réjouis de voir ces mesures. Il y a clairement des mesures qu'on attendait depuis longtemps. Mais pour ce qui est de lutter contre les changements climatiques ou pour faire face à la crise climatique, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même des mesures pour mettre fin aux avantages fiscaux des entreprises de combustibles fossiles et d'énergie fossile. Donc, on met fin à ces actions accréditives. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur ce qui ne figure pas. J'aimerais vous lire une partie de l'énoncé économique. Donc, la ministre des Finances, vice-première ministre, dans l'introduction, juste avant, dans l'avant-propos, avant de rentrer dans l'énoncé en tant que tel, elle demande une transition verte. Et elle dit, bon, cela nécessitera une transformation industrielle comparable à la révolution industrielle de par son ampleur ou son échelle. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je dirais que c'est peut-être une transformation industrielle qui est comparable à ce que l'économie a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale au Canada. Mais il s'agit donc de quelque chose de transformateur. C'est ce qui est nécessaire. La ministre a établi un lien avec une situation de 1903 du Premier ministre Wilfrid Laurier qui a dit, lorsque la Chambre était dans l'édifice du Centre, que on ne pouvait pas attendre ces transformations. Et là, il faisait allusion au chemin de fer transcontinental. Et selon lui, ça allait changer la vie des Canadiens. Je suis d'accord avec cela. L'ambition, par contre, manque dans le projet de loi C-32, l'ambition qu'on retrouvait dans les paroles de Wilfrid Laurier. Et j'aimerais maintenant vous parler un petit peu du moment choisi pour proposer ces mesures où j'espère que tous les Canadiens feront pression auprès de ce gouvernement pour qu'il livre la marchandise d'ici le printemps. Regardons par contre ce qui se passe aux États-Unis. Le président Joe Biden a réussi à faire adopter un plan climatique très ambitieux. Mais on a appelé cela la loi pour réduire l'inflation. Ce plan permettra de réduire l'inflation, mais les mesures sont ambitieuses et sont liées à la lutte climatique, ce qui n'est pas le cas pour le Canada. Mais les États-Unis aussi doivent en faire plus. We stand here today. Mon ami de Kitchener Centre et le ministre de l'Environnement sont à la COP 27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte. On a décidé de prolonger une réunion qui devait se terminer aujourd'hui. Des progrès n'ont pas été réalisés. Nous allons manquer de temps. Antonio Guterres, le secrétaire général, a dit au début de la conférence que nous nous dirigions vers
une période très difficile. Nous avons l'obligation de faire quelque chose pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais nous ne prenons pas suffisamment de mesures pour donner suite à nos obligations. Il faut garder l'augmentation de la température à moins de 1,5 degrés Celsius. C'est devenu presque impossible à imaginer, même pour une personne optimiste comme moi. Mais voyons ce qu'on pourrait faire si on était vraiment sérieux. Voyons ce qu'on devrait viser dans le prochain budget. Voici ce que le gouvernement devrait faire parce qu'il n'est pas trop tard, même s'il est presque trop tard. Croissance dans les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, ce n'est pas possible d'atteindre les cibles fixes de l'accord de Paris avec une croissance de niveau des émissions de gaz à effet de serre. On doit agir rapidement et aussi accepter l'idée que l'âge d'énergie fossile est presque terminé. Not tomorrow, but we... Ce ne sera pas demain, mais il faut accepter que notre dépendance des carburants fossiles doit se terminer bientôt. J'ai donc été déçu que le Canada ait rejeté le libellé que nous avions accepté à Glasgow l'année dernière lorsqu'on parlait d'éliminer progressivement le charbon. La plupart des pays étaient prêts à ajouter le pétrole et le gaz. Le Canada n'était pas d'accord. Évidemment, c'est sûr qu'on ne peut pas faire cela en 2 semaines. En 10 ans, peut-être pas, mais le but ultime devrait être d'éliminer tous les carburants fossiles où nous nous dirigeons vers une période très difficile. On a voulu unir le pays d'est en ouest avec un chemin de fer. Quel est l'équivalent d'aujourd'hui? Avoir un système pour l'électricité nationale. L'électricité devrait pouvoir se déplacer d'un bout du pays à l'autre. En ce moment, nous avons des services publics provinciaux et ils ne vendent qu'en dans une seule direction et c'est vers le sud. Ça pourrait fonctionner comme une pile géante. Il faut examiner les liens entre l'inflation et les actions climatiques. C'est un bon départ. Il faut cesser de penser en silo. Il faut avoir une approche plus générale. J'ai récemment parlé à un producteur en Alberta. Je lui ai demandé comment il avait survécu à la sécheresse. Il a dit, eh bien, on a semé de l'orge, on a seulement eu la moitié des cultures, mais en raison de la guerre en Ukraine, le prix a augmenté et au bout du compte, l'année a été bonne. Qu'est-ce que ça vous dit? Les consommateurs canadiens devront faire face à des prix accrus pour le pain et les pâtes. Ce sont des facteurs qui n'ont rien à voir avec l'inflation attribuable à la demande. Les prix de l'alimentation vont continuer d'augmenter parce que la crise climatique va continuer d'interrompre la période des cultures. Pour les producteurs en Colombie-Britannique, la situation a été difficile. Cela donne lieu à une réelle augmentation des coûts. Mais ce n'est pas parce que la demande a augmenté. On parle de réelle augmentation de coûts. Il faut aussi être prêt à des événements climatiques extrêmes. Le gouvernement a retardé l'adoption de la stratégie d'adaptation et hier, la vérificatrice générale nous a dit que pour les Premières Nations, 112 subventions d'infrastructures qui aideraient les Premières Nations à se préparer aux événements climatiques extrêmes n'ont pas été financées par le ministère. Il y a encore beaucoup à faire au pays pour que nous puissions faire le rattrapage nécessaire. On a appris cette semaine, d'ailleurs,
que nous étions parmi les derniers pays en matière de rendement. Nous pouvons assurer un meilleur avenir à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous avons l'obligation de le faire. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'un commentaire? Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Merci, Monsieur le Président. Je pourrais revenir à plusieurs éléments de l'énoncé économique de l'automne, mais j'aimerais savoir quelle est la position du Parti vert relativement à l'énergie nucléaire. Y a-t-il un rôle pour cette énergie au Canada, selon elle, la députée de Saanich Gulf Islands? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord dire que non, on ne peut pas faire valoir la construction de nouvelles installations nucléaires. On peut maintenir les réacteurs en place et les éliminer progressivement à la fin de leur vie utile. Mais j'encourage tous les députés à examiner les sources d'énergie de rechange. Pour chaque dollar investi, combien de tonnes de carbone sont éliminées? Pour chaque dollar investi, combien d'emplois sont créés? Et combien de temps faut-il après l'approbation pour avoir de l'énergie? Même en faisant fi des déchets nucléaires et les risques d'accident, si on présume éviter ces problèmes, il n'est pas censé, du point de vue économique, d'opter pour le nucléaire. Qu'est-ce un commentaire? Calgary Centre. Le député de Calgary Centre. Je remercie ma collègue de son discours. Je sais que ma collègue s'en prend beaucoup au secteur pétrolier et gazier. Elle a parlé de la distribution de fonds. Elle devrait reconnaître que le gouvernement élimine progressivement la distribution de ces fonds. Peut-elle donc nous dire ce que ça représente dans l'énoncé économique de l'automne? La députée de Saanich Gulf Islands. Je remercie mon honorable collègue. Il a bien décrit la situation. Cet énoncé économique de l'automne fait rien de nouveau pour le climat. Rien du tout. Questions et commentaires, l'honorable député de Longueuil-Saint-Hubert. Je remercie ma collègue pour son discours. Je sais qu'évidemment, elle est très préoccupée par la question des changements climatiques. Je voudrais savoir si ça partage ma frustration dans cette Chambre par rapport à la lutte qu'on fait pas, en fait, les résultats qu'on n'a pas dans cette Chambre. On sait ici, à droite, que les conservateurs, ça les intéresse pas, la lutte au changement climatique. Ils n'ont pas de plan. Mais de l'autre côté, ça les intéresse pas non plus, mais ils font semblant que ça les intéresse. Puis ils n'ont pas de résultats. On le voit, là. C'est 8,5 milliards US qu'on continue d'investir. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis que les libéraux sont au pouvoir. Mais ils nous font des grands discours, la lutte au changement climatique, la transition verte, très important. Donc, on est pris entre une majorité de députés ici qui ne s'intéressent pas à ces changements-là. Quelles sont les solutions? Je ne sais pas si ma collègue a des idées. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon collègue, mon respecté collègue du Bloc québécois. C'est absolument vrai, mais seulement je peux dire que je pense qu'il y a plusieurs députés ici dont leur capacité comme individuelle, comme humaine, qui pensent que nous sommes dans une situation d'urgence et que ce n'est pas acceptable d'imaginer de continuer avec les politiques de fraude des libéraux, les politiques de denial des conservateurs. On doit faire plus et avec urgence. Le GIEC a dit que nous n'avons pas un autre décennie. Nous avons seulement avant 2025 pour atteindre à 1,5 degré ou 2 degrés. Et c'est une situation avec la menace de l'élimination de civilisation humaine. Questions and comments? Questions et commentaires? The honourable member for Le député d'Edmonton, Strathcona. Edmonton, Strathcona. Oh, sorry, I didn't hear you, Mr. Speaker. Désolé, je ne vous avais pas entendu, Monsieur le Président. Désolé.
J'aimerais remercier ma collègue de son discours. J'ai remarqué qu'elle porte une épinglette pour le développement durable. Ce que je trouve frustrant, c'est que nous avons un gouvernement qui prétend avoir une politique féministe. Nous avons un gouvernement qui dit être féministe. Peut-être un jour, il fournira une vraie politique dans ce domaine. Pourtant, les répercussions des changements climatiques se font sentir de façon disproportionnée pour les femmes et les filles. Comment le gouvernement peut-il en faire plus pour protéger les femmes et les filles vulnérables de par le monde? Nous n'avons plus de temps, mais je vais demander à la députée de donner une courte réponse. Je remercie ma collègue d'Edmonton Strathcona, mais si on parle des changements climatiques, je pense beaucoup aux femmes en Afghanistan qui sont à risque en raison des talibans. Dans toute société, lorsque les choses vont mal, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, qu'il s'agisse des sécheresses extrêmes ou de l'ouragan Fiona, les femmes, de façon générale, ont un moins grand pouvoir économique. Les femmes s'occupent des parents et des enfants et ce sont elles qui font face aux répercussions. Les femmes touchent aussi les femmes. Les changements climatiques touchent aussi les femmes en agriculture. Le